des appareils par un membre du conseil de direction de la société finlandaise. L'influence culturelle de la France fut de toute première importance pour la Finlande en gestation au début du XXe siècle. La belle époque parisienne attirait les peintres et les écrivains finlandais comme du monde entier, qui tous considéraient comme nécessaire de faire un stage d'études, voire de travailler en France. L'exposition universelle de 1900 à Paris fut un événement hors norme pour les Finlandais. La Finlande y avait en effet un pavillon, son premier pavillon dans une exposition internationale. Ce pavillon était bâti dans un style national romantique par les meilleurs architectes du pays. Parmi les grands artistes finlandais à Paris, on trouvait à l'opéra la cantatrice Aino Ahti, qui devint plus tard la fondatrice de l'opéra finlandais. Son successeur à notre époque est un compositeur moderne mondialement connu, du nom de Kaija Saariaho. Nous avons choisi d'écouter la première, c'est-à-dire Madame Ahti, dans un extrait d'une berceuse en finnois enregistrée à Paris en 1904. Allons-y. Berceuse finlandaise, chantée par Madame Aino Ahti de l'opéra. Les tumultes de la Première Guerre mondiale permirent à la Finlande de se constituer comme un pays souverain. Démocratique, le pays l'était déjà, dans le sens que le droit de vote à égalité avait été établi en 1904, ainsi qu'un parlement unicaméral. Mais il restait à trouver une constitution, pour permettre à la jeune nation d'affronter les défis du monde moderne. La Finlande se trouvait entourée par des royaumes vieux comme le Danemark ou récents comme la Norvège. La tentation était grande. Pour un moment, le pays se tourna même vers une variante récente de concentration des pouvoirs entre une casquette et une barbiche. Il fallut une guerre fratricide pour faire disparaître la chimère. Mais la question resta ouverte, et un roi fut choisi. Heureusement, au dernier moment, le prince allemand resta chez lui. La Finlande se tourna alors résolument vers le futur en choisissant la République. Comment cela est-il arrivé? Impossible de répondre à une telle question. À qui la faute? Les Finlandais ne peuvent pas accuser leurs voisins qui sont restés des royaumes, cela est certain. Pourtant, si ce n'est pas la faute à Voltaire, alors c'est la faute à qui? Le commerce franco-finlandais au début de l'indépendance reposait sur un accord signé entre la France et la Russie des Romanov, accord qui avait en fait disparu. À la découverte de cette situation, la douane française imposa donc des tarifs élevés. Un grand malheur pour la jeune République finlandaise qui venait de perdre son principal marché, la région de Saint-Pétersbourg, et qui avait un grand besoin de devises et de travail pour mettre l'économie sur la bonne voie. Ceci est d'autant plus important que le poids de la France dans le commerce finlandais était 2 fois plus important qu'actuellement, environ 8%. Il est assez intéressant de constater que la structure des exportations françaises n'a pas beaucoup évolué depuis, dans le sens où il s'agissait déjà à cette époque de biens techniques ou de consommation à très haute valeur ajoutée. Il était donc plus qu'urgent de trouver une solution à ce problème, et c'est ainsi que le jeune pays fut amené à signer son premier traité commercial avec un pays étranger, la France. Ce fut chose bien compliquée, car la Finlande venait de décréter la prohibition totale de consommation de produits alcoolisés. Comment un grand producteur vinicole et un pays frappé par la prohibition peuvent-ils s'entendre? Telle est la question. Les Français essayèrent de faire venir les Finlandais à la raison. La prohibition n'était pas la solution. Mieux valait mettre en place une politique soulignant les méfaits de l'alcoolisme et mettant en avant une culture de consommation modérée. Rien n'y fit. La prohibition était là et elle était invitée à durer. L'évolution a démontré que les Français avaient raison. La prohibition fut un véritable malheur.
la consommation contrôlée étant remplacée par la contrebande et la consommation sauvage. La Finlande fit cependant des concessions à la France, y compris le monopole total de l'alcool, pour une utilisation technique, scientifique et médicale bien entendu, pas pour la consommation humaine. Quelle tristesse! Heureusement que cela ne suffisait pas tout à fait aux négociateurs français. Laisser le consommateur finlandais privé de nobles breuvages? Ah non, ça, jamais! On finit par trouver une astuce. Le cognac fut déclaré comme remède contre les maladies cardiaques et tout simplement mis en vente en pharmacie sur ordonnance. Il suffisait d'y penser. Les Finlandais y ont pensé et c'est même rentré dans leur culture. Même un absolutiste pouvait s'offrir un petit cognac le soir. Après tout, c'était sur prescription d'un médecin. Il ne faut pas s'étonner du fait que le cognac soit la reine des boissons en Finlande et les Finlandais parmi les plus grands consommateurs de cognac au monde. Vous pouvez consulter la liste des prix des cognacs de pharmacie de cette époque. Sur la photo, vous pouvez voir un étalage de bidons destinés à la distribution d'alcool illégal importé en contrebande. Le traité de commerce de 1921 était le premier du genre de la jeune République et de ce fait formait la base de sa politique commerciale jusqu'à ces derniers temps et l'arrivée de l'Union. Une des toutes premières nécessités de la jeune République était d'assurer sa sécurité par la création d'une armée nationale. Ceci se fit avec l'aide de la collaboration internationale et comme la France était à la fin de la Grande Guerre victorieuse et en très forte position, bien sûr son assistance fut de grande valeur, notamment par l'enseignement que les officiers de grade élevé reçurent en France. Ce document ne permet pas de détailler les différentes opérations. Il donne toutefois un exemple. Le commandant Crocoissy réalisa surtout les premières études pour la fortification de l'isthme de Carélie, ainsi que le montre bien ce plan. Le maréchal Carl Gustaf Mannerheim, qui commanda l'armée finlandaise pendant 3 conflits, la guerre fratricide de 1918, la guerre d'hiver de 39-40 et la guerre de continuation de 41 à 44, tient une place particulière parmi les personnalités qui influencèrent le plus le sort des Finlandais. Ici nous retrouvons le maréchal sous une autre lumière pendant les années 20, heureuse et pleine de promesses. Le maréchal était aussi un exemple du poids de la culture française. En effet, le maréchal n'a jamais bien maîtrisé le finnois, qui chez lui, au manoir de sa jeunesse, n'était pratiqué qu'avec les domestiques, mais il était parfaitement à l'aise en français. Ici nous voyons le maréchal avec une amie française qui n'est autre que Virginie Herriot, la grande navigatrice et première médaillée d'or aux Jeux Olympiques, dans un sport réservé en principe uniquement aux hommes. Nous trouvons dans le palmarès de Virginie Herriot, outre cette médaille olympique et d'autres grandes courses, la victoire de la Coupe scandinave à Hanko en Finlande en été 1926. Nous avons choisi de présenter Madame Herriot sur le pont de son yacht de 80 mètres, le Finlandia. La régate des bateaux du style de celui de Madame Herriot et datant de cette époque continue à être un grand événement estival à Hanko. L'éclatement de la guerre d'hiver fut ressenti en France comme une attaque totalement illégale d'un pays totalitaire contre une jeune démocratique indépendante, ce qu'elle était d'ailleurs. Ceci souleva un grand mouvement de soutien populaire et de sympathie en France, pourtant elle-même en guerre. Les vaillants soldats finlandais tout en blanc vêtus eurent une bonne place dans les médias et des dons importants furent récoltés en faveur du petit pays qui semblait être au bord du gouffre face à l'attaque de l'ennemi abominable. Au niveau politique, la France et l'Angleterre devinrent ouvertement des soutiens politiques et militaires de la Finlande. Ceci supposait l'établissement de liens pour la fourniture de matériel de guerre et pour la préparation de l'envoi d'une expédition militaire. Parmi le matériel envoyé en Finlande au printemps 1940, le plus important don était les 30 chasseurs Moransoniais, qui arrivèrent malheureusement à la fin des hostilités. Mais passons vite cette période noire de l'histoire et reprenons la vie normale. Pour cela, il faut passer par Paris,